Bonjour, c'est encore moi. Troisième volet de notre championnat communiste, de notre championnat antilibéral. Dans le volet numéro 1, nous avons rencontré Adrien qui faisait une équivalence directe, sans détour, entre libéralisme et loi de la jungle, entre libéralisme et anomie, règne animal, c'est-à-dire une licence complète de faire n'importe quoi et que le plus fort gagne. Alors ça, bien sûr, c'est un homme de paille très pratique quand on a besoin de justifier l'usage de la force pour imposer ses propres règles de vie aux autres. Je reconnais qu'Adrien était quand même assez calé dans ce domaine-là. Deuxième volet avec Mathieu, qui lui, bien sûr, prenant pour acquis les notions d'Adrien, élabore maintenant sur la notion de démocratie. Mathieu est donc un socialiste de droite, un marxiste de droite, puisqu'il ne sait raisonner qu'en groupes humains, parce que pour Mathieu, il y a le peuple, et dans le peuple, il y a le bon peuple et le mauvais peuple. Et son problème, c'est que le mauvais peuple n'arrête pas de voler les élections au bon peuple, à celui qui a raison. Et donc c'est un gros problème. Donc Mathieu ne raisonne que comme un socialiste. Aujourd'hui, nous avons une athlète de très haut niveau puisqu'il s'agit de Barbara Stiegler, professeure de philosophie politique à Bordeaux. Écoutons ce qu'elle nous raconte. Alors on va passer sur 2-3 petits passages, mais on ne va pas se faire toute la vidéo qui dure 1h30 et que je n'ai même pas écouté en entier, d'accord ? Mais c'est quand même très intéressant, elle va nous parler de libéralisme, d'ultralibéralisme, de néolibéralisme et de libertarianisme. Donc le menu est très chargé. Allons-y. Alors néolibéralisme, justement, parlons-en, c'est un terme qui est aujourd'hui beaucoup utilisé, mais j'ai l'impression que sa définition est relativement floue quand même pour beaucoup. Est-ce qu'on pourrait essayer de le définir, de le circonscrire un peu, aussi d'où il vient peut-être, et qu'est-ce que c'est exactement? Oui, comme vous dites, pour le définir, il faut se demander d'où il vient. Alors, très souvent, on a une conception un peu simpliste du néolibéralisme, qu'on confond avec l'ultralibéralisme de gens comme Margaret Thatcher, aujourd'hui Javier Milei en Argentine, c'est-à-dire la destruction de l'État, ou plus exactement, la réduction de l'État à ses simples fonctions régaliennes que sont la douane, la police, la justice et pour le reste, le tout marché, donc ce qu'on appelle le retrait de l'État et l'État minimal. Donc Barbara nous parle ici de l'ultralibéralisme qui est finalement un synonyme de minarxisme. Et elle cite Margaret et Xavier en Argentine, donc on est content. On va maintenant écouter sa définition de néolibéralisme qui a l'air différent. J'aimerais qu'on se pose la question, en écoutant Barbara nous expliquer tout ça, pourquoi on a besoin de préfixes à libéralisme, comme néo ou ultra. C'est quoi l'ultra-liberté ou la néo-liberté? Moi, ça me paraît très bizarre comme notion. Et j'aimerais aussi qu'on se pose la question, mais s'il y a un préfixe devant un mot comme libéralisme, où est le libéralisme? Il doit quand même en rester quelque chose. Qu'est-ce qui reste libre dans tous vos fantasmes, en fait? En fait, le néolibéralisme, c'est pas ça du tout. Mais alors, vraiment pas du tout, c'est même un peu l'inverse, puisqu'il se théorise dans les années 30. Alors, le néolibéralisme est l'inverse de l'ultralibéralisme. Ça veut dire qu'on garde une même base, libéralisme, on colle deux préfixes différents, néo et ultra, et ça fait l'inverse. Je ne sais pas quel parallèle je pourrais faire pour comprendre de quoi elle parle. Est-ce que si on avait des ultra-voitures, ce serait le contraire des néo-voitures? Est-ce que les voitures électriques, par exemple, ce sont des néo-voitures? Ça pourrait marcher. Et une ultra-voiture, ce serait une voiture qui va super vite, par exemple, ou qui peut transporter plein de gens, comme un bus. Un bus, peut-être, c'est une ultra-voiture, je ne suis pas sûr comment elle comprend tout ça. Mais j'ai quand même l'impression que dans les deux cas, de la néo-voiture ou de l'ultra-voiture, on aurait quand même une voiture, c'est-à-dire un véhicule qui transporte des gens. Dans ce qu'elle va dire et dans ce qu'elle a déjà dit, je n'ai pas trouvé de liberté quand elle a parlé d'ultralibéralisme, c'est-à-dire de minarxisme. Il n'est jamais question de liberté, c'est l'État qui décide de certains trucs, et tu n'as pas le choix d'obéir, sinon tu vas en prison ou tu te fais fusiller.
il n'y a aucune liberté, il y a encore des taxes, des réglementations, et tout ça dirigé par une entité massive, centralisée et dirigiste qui s'appelle l'État. Mais bon. Sur la base d'une faillite qui est le constat par les libéraux les plus subtils de l'époque que le marché ne marche pas tout seul. Ce qui était la théorie libérale classique. Voilà, ancienne. la théorie libérale classique du laisser-faire, laissons faire les interactions commerciales, sociales, spontanées, les échanges d'idées dans la société, et tout ira pour le mieux, une harmonie s'en dégagera. Cette théorie du laisser-faire, elle entre en crise à la fin du 19e siècle, avec la constitution d'un big business qui est dysfonctionnel. Oui, avec les différentes crises. Les crises du capitalisme de la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, et évidemment la crise apocalyptique de 1929, où vraiment le système libéral s'effondre. Et donc Alors, bon, il y a beaucoup de choses à dire déjà. J'espère que je vais tenir jusqu'au bout de ce que j'avais prévu de faire. Ce dont parle Barbara est expliqué dans cet excellent ouvrage de Murray Rothbard. Bon, il est un petit peu épais, mais ça se lit quand même très très bien. C'est un ouvrage historique qui fait donc, comme elle le souligne, l'état des lieux à la fin du 19e siècle de ce qu'on appelle l'ère progressive. Je te le remonte, ça s'appelle bien The Progressive Era. Et si on lit bien Rothbard et si on consulte d'autres auteurs qui parlent de la même chose à la même époque, on constate qu'il ne s'agit absolument pas d'un mouvement libéral, mais en fait d'une complainte de ces gens à la tête des plus grosses entreprises, les entreprises de trains, d'armement, de routes, de tout ce que tu veux, qui trouvent finalement peu pratique cette histoire de libéralisme parce que la concurrence leur cause beaucoup de soucis. Justement, les exploitants de pétrole, même les fermiers, tous ces gens-là se trouvent très très embêtés par le fait que le marché libéral, libéré, libre, les empêche de s'asseoir tranquillement sur leur laurier et leur pouce et de profiter d'une situation qui les avantage. Ils aimeraient bien que l'État puisse visser un peu tout ça, le couler dans le béton, afin que les concurrents ne puissent rentrer. C'est ça qu'on appelle, dans la bouche de Barbara, du libéralisme, et bien sûr c'est le contraire. Dans une acception plus juste, on devrait parler, et on parle de capitalisme de connivence. La connivence entre les plus grands acteurs économiques et le pouvoir politique de l'État pour organiser le marché au détriment des entrants sur le marché, des petits concurrents, et bien sûr au détriment des consommateurs qui se retrouvent avec des produits de moins bonne qualité et plus chers parce que la concurrence s'est atténuée ou voire carrément disparue, a été interdite. Quand tout à l'heure Barbara parlait des fonctions régaliennes prônées par les minarxistes comme Xavier, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a décidé que certaines fonctions, comme la police, la justice, devaient être monopolisées par l'État. C'est l'État qui décide qui peut effectuer ces actions de police et de justice, rendre ce service à la population. Donc il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus de marché. L'ère progressive, je remontre le livre, c'est important pour comprendre à quel point elle se plante, et ça me fait quand même un peu rigoler que quelqu'un qui est professeur de philosophie politique dise des choses pareilles sans être au courant de ces faits qui ne sont pas du tout cachés ou complotistes. Tu lis n'importe quel bouquin d'histoire, c'est ce qu'il raconte aussi. Sauf que bien sûr, dans les livres d'histoire, c'est présenté de façon gauchiste. Mais les faits restent les mêmes, c'est-à-dire que Big Business du 19e siècle s'est allié avec Big Government du 10e siècle, et c'est ce que prétend Barbara, ça c'était du libéralisme, et c'est rentré en crise. Les crises économiques, alors c'est pas le sujet du jour, mais je vais quand même faire ce petit rappel, désolé, les crises économiques sont systématiquement dues à l'intervention de l'État. Il n'y a aucune exception, nulle part, jamais. Les crises économiques sont dues au fait que l'État introduit des distorsions dans le mécanisme harmonieux dont parlait avec dérision Barbara il y a quelques instants. Et ces distorsions, elles, provoquent faillite en masse, pénurie ou gaspillage, ou un panaché de tout ça. Pour avoir la saveur théorique
de ce que je viens d'annoncer, je te réfère à d'innombrables autres vidéos sur la chaîne si tu es nouveau, ou aux écrits des auteurs de l'école autrichienne qui parlent de ABCT, Austrian Business Cycle Theory, le cycle ou la théorie du cycle économique de l'école autrichienne, qui démontre, et non pas avec des chiffres ou des courbes, mais mécaniquement, pourquoi c'est inévitable, pourquoi l'introduction de distorsions économiques dans le marché par le truchement de l'usage de la force de l'État amène toujours à des catastrophes, sans exception. Et ce dont elle parle à la fin du XIXe siècle ou en 1929, ce qu'on vit aujourd'hui, en 2025, c'est exactement le fruit des distorsions économiques provoquées par le pouvoir politique. Alors néolibéral, communiste, peu importe, tout ça c'est synonyme. Dès qu'on monopolise quelque chose par la force, on peut se qualifier de néolibéral si on veut, mais ça s'appellerait aussi bien néo-socialiste, il n'y a aucun problème. Je te réfère à quelques petits ouvrages, encore une fois, parce que ça n'a pas l'air très clair pour Barbara. Voici un truc très très petit, très court par rapport à l'autre de tout à l'heure. 10 grands mythes économiques. Guido Hülsmann aussi parle régulièrement de ça, là en rapport avec le monopole de la monnaie par le cartel bancaire. Donc comment l'inflation et le monopole monétaire détruisent la civilisation. Je te réfère aussi à cette traduction des 6 leçons de Ludwig von Mises aux éditions John Galt. Alors c'est aussi un livre très 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 mince, hein. T'as aucune excuse de ne pas lire ces trucs-là, vraiment aucune excuse. Puis alors vraiment, si t'es vraiment très très courageux, un ouvrage pas très épais non plus, hein, il fait quoi 160 pages, 180 pages. T'as pas d'excuse de ne pas le lire si tu t'intéresses au sujet économique. Stéphane Gère, Économie manifeste, un livre très récent et qui explique en détail pourquoi, comment les crises économiques ne sont dues qu'à une chose, à l'intervention de l'État. Alors on pourrait dire effectivement qu'un astéroïde qui défonce la planète, ça créerait une crise économique aussi, ou une épidémie de peste, certes. Mais on est dans le domaine de la politique, là, de la philosophie politique. Donc, hormis les accidents naturels, la seule cause de désastre économique, de misère et de ruine, c'est l'État. Et si je prends l'exemple qu'elle vient de citer, Barbara, de 1929, la crise de 1929 n'a rien à voir avec le libéralisme, avec le capitalisme normal, avec le marché, et tout à voir avec l'inflation monstrueuse, c'est-à-dire l'émission de fausses devises, qui est issue de la gabegie de la Première Guerre mondiale. La fin de tout le libéralisme moderne, on peut le dater à la Première Guerre mondiale. Bon, c'était déjà en germe dans les décennies précédentes, mais après la Première Guerre mondiale, c'était fini. Et l'émission de devises qui a eu lieu pour alimenter la guerre pendant des années par plein de nations dans le monde entier, ont conduit au crash, parce que quand il y a une inflation, c'est-à-dire une augmentation de la masse de devises, cette bulle doit exploser à un moment donné. Ben, c'est arrivé en 1929. D'ailleurs, je te rappelle qu'il y a aussi eu une bulle en 1920 ou 21 aux États-Unis qui a éclaté. Ça a créé une crise qui était bien plus grave en termes de chiffres que celle de 1929. Mais comme l'État n'a pas pris les devants pour essayer d'y remédier, qu'il s'est juste mis en retrait et qu'il a donc arrêté de perturber l'économie, cette première crise de 1920 a duré 18 mois, 20 mois, et non pas 16 ans comme celle de 1929, pour laquelle d'ailleurs ils ont utilisé une guerre pour faire passer la pilule. Bref, donc Barbara a tout faux, elle accuse le libéralisme des maux du socialisme et de l'interventionnisme. C'est de la mauvaise foi ou c'est de la bêtise. Pour quelqu'un qui est professeur à l'université, je trouve ça un petit peu dommage. Les libéraux les plus honnêtes, les plus subtils, se rendent compte qu'il y a quand même quelque chose de pourri au royaume du libéralisme triomphant et se disent qu'il faut absolument changer de braquet. Alors, là, elle parle des suites de la crise qui auraient fait prendre conscience aux défenseurs du libéralisme triomphant qui avait lieu dans les années 20. Encore une fois, les années 20, dans le monde entier, ce n'était pas l'ère du libéralisme triomphant. C'était l'ère du progressivisme, de la manipulation de marché,
de l'émission de fausses monnaies, donc de devises, à la pelle, et donc c'était une fausse prospérité. Le parallèle qui est souvent fait, c'est celui de la gueule de bois, c'est-à-dire que quand tu bois de l'alcool, par exemple pour Noël, que tu te bourres bien la tronche avec tes vins et tes digestifs préférés, sur le coup, t'es euphorique, tout va bien, c'est la fête, c'est génial. En revanche, la nuit et le lendemain risquent de moins bien se passer. Et ben c'est ça la crise. C'est quand la bulle pète, t'as une gueule de bois, peut-être même que tu vas vomir. Alors bon, accuser le libéralisme de ça, c'est un petit peu léger, non ? Et refonder le libéralisme sur de nouvelles bases. Et l'idée, ça va être que le libéralisme a cru dans sa naïveté que le marché était... Alors on est encore en plein anthropomorphisme du libéralisme qui pense, qui croit et qui agit, mais bon, passons. C'est une donnée de nature, alors qu'en réalité, c'est une construction, ça ne peut être qu'une construction artificielle, organisée par un État fort. Barbara qui fait un peu du Charles Gave d'ailleurs, là, hein, qui veut un État fort, sinon il n'y a rien de possible. Écoute Barbara, réponds à cette question. Pour que l'État existe, est-ce qu'il faut que la société soit déjà constituée, oui ou non ? Est-ce qu'un État peut exister dans la nature comme ça, sans avoir personne à diriger ? Non. Donc déjà, d'un point de vue chronologique, tu dis n'importe quoi. Deuxièmement, dire que les tenants du libéralisme, qui étaient en fait des socialistes de connivence, des progressistes et finalement des cartels, des membres de cartels industriels à coquiner avec le pouvoir politique, qui se faisaient passer pour des libéraux, hein, parce que je rappelle que John Maynard Keynes, Jean Ménard, le vilain petit canard, lui aussi passait pour un libéral, alors que c'est le grand-père du communisme mondial actuel. C'est le neveu ou même le fils spirituel de Karl Marx, hein, Keynes. Et pourtant, il passe pour un libéral à l'époque. Mussolini traite Keynes de libéral, je vous le rappelle. Donc non, ces gens-là ne sont pas du tout des libéraux, en tout cas pas au sens étymologique du terme, des gens qui aiment la liberté, et des gens qui seraient plutôt influencés par Frédéric Bastiat, Gustave de Molinari, voire même Turgot. Et donc, ils vont théoriser l'idée que l'État doit construire l'ordre du marché, l'ordo. Des gens qui théorisent l'État pour le marché, ce ne sont pas des libéraux par définition, ce sont des communistes ou des vampires, ou les deux étant synonymes. Libéralisme, comme diront les Allemands. Et donc ça, c'est synonyme en fait, ordolibéralisme et néolibéralisme. L'ordolibéralisme, c'est la déclinaison allemande du néolibéralisme. Donc il va falloir instituer le marché artificiellement par les artifices de l'État, qui seront très nombreux. Ce sera évidemment toutes les politiques publiques qui vont avoir pour rôle de fabriquer les agents de l'État, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'aller sur le marché et de soutenir la compétition économique. Donc il faut édifier les agents de l'État par des politiques publiques très invasives, très volontaristes. Alors je comprends bien que ce n'est pas ce que défend Barbara ici, elle ne fait qu'expliquer. Et on peut donc tomber d'accord sur le néologisme néolibéral qui serait en fait plutôt anti-libéral, si on veut être exact dans les termes. Donc ce qui me gêne, c'est pas qu'elle défende ça, parce qu'elle ne le défend pas, c'est qu'elle ne précise pas les termes. Elle ne dit pas que cette façon de penser, d'organiser le marché d'en haut, c'est anti-libéral, c'est le contraire du libéralisme. Toute la droite qui se dit libérale et qui pense comme le souligne Barbara, la gauche aussi d'ailleurs, mais en particulier la droite, sont des anti-libéraux. Il faut être précis dans les préfixes. Néolibéralisme n'est pas synonyme de liberté, mais d'antilibéralisme et de communisme. Puis on a un outil qui est le droit, qui va complètement changer de sens, qui va devenir l'ensemble des règles du jeu pour instaurer un marché compétitif mondialisé. Donc les normes, toutes les normes qui sont prises au niveau des structures institutionnelles. C'est ça. Donc par le droit et par les politiques publiques, l'État va complètement muter dans ses fonctions et il va devenir le serviteur du marché. Mais ça passe pas du tout par un retrait de l'État. Ça passe au contraire par un retour de l'État
qui va devenir très, très tatillon, très invasif, et qui va s'occuper des membres de l'espèce humaine, du berceau jusqu'à la tombe, et qui va notamment s'occuper de tous ceux qui ne sont pas dans la compétition, par exemple les malades, les personnes vulnérables, les chômeurs. Il va falloir les remettre dans la course compétitive. Par Alors, si je comprends le sous-titre non écrit de la pensée de Barbara, enfin la pensée, bref, c'est qu'en fait, ce qu'elle reproche à l'invasion de l'État, qu'elle décrit avec une très bonne précision, puisque c'est vraiment ce qu'on vit tous les jours depuis un siècle. Vous et moi, nous sommes exactement dans le cadre qu'elle décrit, où l'État s'insère dans nos vies privées de A à Z. Tu ne peux pas naître sans l'État, ni mourir sans lui. J'ai pas encore fait l'expérience de la mort, mais j'ai fait l'expérience de la mort d'autres personnes proches. Et oui, l'État est là aussi, et vraiment très présent. Ce qu'elle reproche à l'État, donc, ce n'est pas l'invasion de la vie privée et l'établissement de normes universelles et en gros l'abolition de la liberté. Ce qu'elle lui reproche, c'est de le faire au service du marché. Mais ma chérie Barbara, ce n'est plus un marché. Si l'État organise le truc, c'est une partie de Monopoly avec des règles figées et une banque figée et des cartes préécrites avec des gagnants et des perdants. Mais ce n'est pas un marché. Un marché, c'est quand les gens se rencontrent librement pour échanger et pour répondre à des demandes et à des offres par des actes de production et de consommation sans que personne n'impose aux autres quels produits et services produire ou consommer. C'est ça le marché. C'est la rencontre libre de l'offre et de la demande. C'est pas une bande de raclures qui s'arrogent le monopole de la force et de la monnaie, qui organisent le truc à leur profit et à celui de leurs amis, et à notre détriment, à nous tous. Donc peut-être qu'on peut se rejoindre, si on parlait avec Barbara de face à face, pour conclure que l'organisation actuelle sociale est proche d'un élevage, n'a rien à voir avec un marché, ni avec la liberté, et voir comment on pourrait améliorer la situation. Alors j'ai une petite idée, elle aussi je suis sûr, mais à l'envers. Mais d'ailleurs, ce que je ne comprends pas dans son discours, c'est que si l'État organise la vie de tout le monde de A à Z, déjà, pourquoi on n'appelle pas ça du néo-communisme ? Mais ça, c'est encore une question de sarcasme sémantique. Mais surtout, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle voudrait que l'État s'occupe de rien ou que l'État s'occupe de tout, mais autrement, et pas au service du marché. Alors moi, je vais faire une projection personnelle. Je suppose qu'elle préférerait que l'État s'occupe de tout, mais par exemple pour aspirer le CO2 de l'air, ou pour, comme elle le dit, aider les pauvres et les malades, mais pas pour qu'ils soient productifs et les réinsérer dans la mécanique économique. Non, non, non. Pour qu'ils n'aient besoin de rien faire et qu'ils soient libres d'être improductifs, je suppose. J'en sais rien, là je lui mets des mots dans la bouche qu'elle n'a pas prononcés encore, et comme je compte pas regarder toute la vidéo, on ne saura jamais, en tout cas moi, si elle pense comme ça. Néanmoins, est-ce que j'ai l'air d'être complètement à côté de la plaque ? La question reste ouverte, comme disent certaines IA. Par tous les moyens, mais aussi les plus jeunes, les enfants, remettre tout le monde dans la course. Ça, alors, par exemple, ça va transformer la politique de l'éducation. Éduquer ne visera plus à produire, par exemple, l'émancipation du citoyen. Éduquer, ça devient la mission de produire une masse adaptable à un marché mondialisé. Donc, à produire de ce que les textes néolibéraux sur l'éducation appellent de l'employabilité. Ok, donc ça confirme un peu ce que je viens d'improviser, c'est-à-dire que organiser la vie des gens, c'est bien, mais pas comme c'est fait maintenant. Il y a le bon socialisme et le mauvais socialisme. Donc quand les soi-disant libéraux deviennent socialistes et organisent le marché à leur profit, c'est pas bien parce qu'on ne parle que de pognon et d'emploi et de production. Tandis que les communistes comme Barbara, eux, ils trouvent qu'on devrait plutôt éduquer les enfants à devenir cultivés et intelligents. Je ne sais pas si Barbara a remarqué que c'est quand même le prétexte qui est donné actuellement par tous les ministères de l'éducation et ce genre d'abominations propagandistes.
mais ça c'est un détail encore une fois. Le fait est que de toute façon, si vous lisez quelques bouquins sur l'éducation, alors j'arrête de montrer des livres, j'en ai déjà montré plusieurs, comme celui qui s'appelle Free and Compulsory Education de Rothbard, encore une fois. Le but de l'éducation, historiquement, je ne parle pas dans le vide, historiquement, l'éducation publique s'est développée dans un souci de domestication, pour fabriquer des soldats obéissants, sur le modèle prussien par exemple. Le modèle d'éducation publique que tout le monde copie, même avant l'avènement du fameux néolibéralisme, c'est celui de la prison, pour forcer les individus à rentrer dans un moule, à en faire de la production à la chaîne, et en faire sortir des individus standardisés qui vont bien obéir au pouvoir politique. Donc on voit bien comment est théorisé ce nouvel État, un État disproportionné. Ça ressemble un peu au soviétisme d'ailleurs, ou en tout cas aux théories de l'État fort des communistes. Ça a en commun avec les politiques collectivistes un État fort. Mais le but n'est pas du tout le même. Ah, c'est pas pareil. On remarque que Barbara ne fait aucun commentaire, même un tout petit peu péjoratif, à l'encontre du soviétisme. J'aime bien insinuer des choses, c'est complètement gratuit, mais j'aime bien. En revanche, c'est pas pareil. Il y a donc le bon soviétisme, ou le bon État fort, et le mauvais État fort, le bon collectivisme et le mauvais collectivisme. Et cette théorisation de l'État fort, elle s'édifie dans les années 30. Colloque Lippmann, colloque Lippmann, colloque Lippmann. Elle se cristallise autour du colloque Lippmann. J'aurais dû parier, putain. De 1938 à Paris, où tous les libéraux Walter Lippmann, tous les libéraux du monde entier se donnent rendez-vous pour célébrer le théoricien Walter Lippmann qui a parfaitement expliqué tout ceci. Et elles vont arriver au pouvoir plus tard, dans les années 70-80. Bon, ça suffit. Donc, on a une personne, professeur de philosophie politique, qui nous dit que des libéraux, est-ce qu'il y a le mot liberté dans libéraux? On n'en est plus sûr maintenant. Il y a des libéraux qui, en 1938, se sont réunis en colloque avec M. Lippmann pour organiser la marche du monde. D'en haut, bien sûr, avec des États forts. Et ça, c'est des libéraux. Est-ce que ce genre de personne se rend compte de ce qu'elle dit? Comme quoi, je suis végétarien, et puis, avec tous mes amis végétariens, on s'est réunis pour ouvrir un commerce de vaches mortes. On va tuer des vaches, on va les vendre par petits morceaux. Ça va s'appeler une boucherie. Voilà ce qu'elle dit en gros. Donc il y a le bon collectivisme et le mauvais collectivisme, ça c'est entériné. Mais il y a aussi maintenant les libéraux qui se remettent ensemble pour prendre le pouvoir. Elle a prononcé le mot de pouvoir, elle a dit qu'ils se sont retrouvés au pouvoir. Je ne comprends pas, et là c'est une question ou une remarque tout à fait sincère et honnête, je ne comprends pas comment on peut dire des trucs aussi débiles. Et en passant, si tu es français, je te signale que ces débilités d'athlètes du communisme, elles sont tartinées à longueur de journée dans le neurone innocent de jeunes personnes de 20 ans, à tes frais. Parce que le salaire de Barbara, il est payé avec tes impôts de vache française. Elle est professeure d'université à Bordeaux. C'est avec ton pognon que tu gagnes honnêtement qu'elle remplit de merde la tête des jeunes. Je sais que ça laisse rêveur tout ça. Et ce qui est encore plus frustrant, déjà c'est solide de constater que 95% de ta vie part aux chiottes par le biais des taxes et des réglementations et des impôts pour payer ce genre de guenon. Ça c'est frustrant, mais ce qui est encore plus frustrant, c'est de voir que ça fonctionne, c'est un discours universel. La démagogie antilibérale, elle est à la fois de droite et de gauche, comme ici, et elle est universelle. C'est une pollution mondiale des esprits, c'est une marée brune. Tout le monde parle de ça. Tu verras dans le 4e volet de notre championnat communiste, c'est quelqu'un de droite qui va parler. Il dit la même chose, à un détail ou deux près, et des détails extrêmement mineurs. C'est un discours parfaitement majoritaire dans le divertissement et ici à l'université. Alors ici, en l'occurrence, on est sur une chaîne YouTube à grosse écoute, donc tu vois que les médias, le divertissement à l'université
de gauche ou de gauche de droite et unis dans un grand élan antilibéral. C'est ultra frustrant pour des singes comme moi qui derrière, avec leur petite chaîne YouTube à 2000 abonnés, rament comme des cinglés pour essayer de faire entrevoir le discours rationnel qui convient à finalement une population qui ne s'intéresse qu'à la démagogie. Parce que c'est vrai que c'est hyper séduisant le discours de gauche, et le discours démocratique de gauche ou de droite, il est hyper séduisant. Donc je peux comprendre que les gens s'arrêtent à ça, surtout quand tu vois des vidéos comme ça qui durent 1h48, tu te dis, ah bah ouais, 1h48, là c'est sérieux, j'ai appris quelque chose. Non mon petit gars, si tu écoutes 1h48 de Barbara, tu te fais brunir le neurone. Il trempe dans de la merde, et après il réside au fond d'une fausse sceptique intellectuelle qui prendra quoi, des décennies à sortir de là. Et tu vas continuer à voter. Et tu vas voter à droite, à gauche, parce que tu as compris qu'il fallait pas être libre, qu'il fallait être sous l'égide d'un État fort qui fait des trucs. C'est ça qu'il faut. Et c'est ça, ce discours d'intellectuel de cour que propage ce genre de guenon. Ça cadre parfaitement avec ce qu'ont pu dire plusieurs auteurs connus comme Hopper, Rothbard ou Mises sur les intellectuels et l'État. Hein. Et encore une fois, je te remonte pas les livres parce que tu t'en fous, tu vas pas les lire de toute façon. Et si tu les connais, c'est que tu les as déjà lus. Donc, bon, là, je ventile, je ventile. Lisez des bouquins, putain, mais pas seulement. Propagez les bonnes idées, parce que c'est pas avec nos petites chaînes YouTube à 2000 abonnés qu'on va vraiment changer la donne. Alors, on fait pousser des germes, c'est bien. Mais il faut produire des trucs, bordel. Il faut, je sais pas, faire des poèmes, des chansons, des romans. Je m'attends pas forcément à une production ultra prolifique d'essais, d'analyses, de bouquins économico, droito. Quand je dis droito, c'est par rapport au droit. Mais bref, tu vois ce que je veux dire. Je m'attends pas forcément à quelque chose de très formel et académique. Mais si la gauche a gagné, comme le souligne en permanence Florence, c'est bien parce qu'elle a pris le pli du divertissement, de la chanson, du roman, du cinéma. Ils sont tous de gauche. Même ceux qui font des trucs plus ou moins à droite, c'est de la merde de gauche démocratique. Donc si les libertariens authentiques ne se sortent pas les pouces du cul pour produire des trucs divertissants, même des jeux vidéo, j'en sais rien, il y a plein de choses à faire pour propager les idées libérales, eh ben on va rester à patauger dans notre fausse sceptique de démocrate de merde. Et voilà. Quelque part, ce sera bien fait pour ta gueule. Moi, je suis vieux, j'en ai plus pour très longtemps, donc moi je ventile, là, et je me fais plaisir. Mais c'est ça aussi qu'il faut voir. D'ailleurs, même si c'est que pour ventiler, fais-le, ça fait un bien fou. Moi, après avoir fait une vidéo comme ça, sans queue ni tête, où j'insulte des trucs, et des gens, et des singes, je me sens bien. Je me sens super bien après. C'est comme après une séance de fonte, quand t'as soulevé des poids, tu sais. Tu te sens bien, t'as fait un truc, t'as fait marcher quelque chose, t'as utilisé ton temps à quelque chose d'autre qu'à regarder des conneries sur YouTube et des vidéos de chats qui tombent dans des casseroles. Donc vas-y, produis des trucs, bordel. Bon, allez, je me calme. On va juste écouter un petit bout de Barbara qui nous parle quand même, parce que c'est rigolo. Enfin, je suppose que c'est rigolo, je vais l'écouter en même temps que toi, je ne l'ai pas encore entendu. Mais j'ai vu que dans la liste des sujets de cette grosse vidéo d'1h48, il y a libertarianisme. Donc je te propose qu'on saute là-dessus immédiatement. Donc voici la petite section sur le libertarianisme, quel mot abominable. On n'a qu'à simplement parler de libéralisme, c'est plus joli, non, ça coule mieux dans la bouche. On écoute ça vite fait, je pense pas qu'on va en écouter beaucoup parce que j'ai des trucs à boire, donc à tout de suite. Vous parlez du libertarianisme. Est-ce que c'est, parce qu'il y a ce retour un peu du laisser-faire, de la dérégulation étatique, est-ce que c'est une sorte de retour du libéralisme classique ou est-ce que c'est quand même... Oui, c'est un retour outré du libéralisme classique. Cherche à aller plus loin. Donc très différent du néolibéralisme, puisque ça passe pas par un État et des services publics très forts dont le sens aurait muté, mais ça passe par une destruction de l'État, un retrait de l'État. On va profiter de qu'elle tousse pour l'aider à tousser. Elle a raison, Barbara. Là, je suis d'accord avec elle et sans aucune ironie. Le libéralisme, ce n'est pas du néolibéralisme. Et donc, les libertariens qui se réclament de la philosophie libertarienne sont effectivement outrés par le néolibéralisme et le communisme en général. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose. Elle a raison. Et l'image de la tronçonneuse. De Milei, oui. Voilà, de Milei en Argentine. Musk, ouais. Et de Musk, qui le reprend à Milei. C'est donc le... Bon, j'ai envie d'arrêter.
Bon, allez, j'en mets encore 2 secondes là, mais ça y est. On est en plein dans la propagande comme quoi Milley est un libertarien. Encore une fois, non. Milley n'est pas un libertarien. Milley est un communiste de droite. Il aime la guerre, il aime l'OTAN, il aime l'interventionnisme politique. Il aime imprimer de la fausse devise. Il aime tout ce que font les communistes. Il aime différemment. Il manipule à la télé des tronçonneuses parce que ça fait classe. Mais Milley n'est pas libertarien. Elon Musk n'est pas libertarien non plus. C'est un putain de collabo de l'État, Musk, on peut en penser tout le bien qu'on veut, n'empêche que sa fortune est faite grâce à l'État. Ce ne sont pas des libertariens, ces gens-là, s'il vous plaît. L'idée d'un retrait complet de l'État et de la destruction de ses politiques publiques. Il ne faut vraiment pas confondre le néolibéralisme et le libertarianisme. C'est vraiment 2 déclinaisons du libéralisme très distinctes. Surtout que, oui, la raison, encore une fois, Barbara, c'est très distinct, et c'est même l'inverse l'un de l'autre. C'est pas parce qu'il y a libéralisme dans le mot que c'est la même chose. Et c'est pour ça que, justement, on insiste sur le fait que néolibéralisme devrait surtout enlever le mot libéralisme de son acception et parler, je sais pas moi, de néo-démocratie, de néo-socialisme, de néo-communisme, emploie le mot que tu veux, de néo-conservatisme, si tu veux. Ça n'a rien à voir. Je propose qu'on s'arrête là parce que j'ai de plus en plus soif, j'ai faim aussi, il y a du foie gras qui attend. Donc, en plus, comme c'est l'heure de la pub, apparemment, là, le monsieur, avec son index très, très aérodynamique, veut nous vendre quelque chose. On va s'arrêter là. Je vous embrasse, je vous souhaite d'excellentes festivités de fin d'année. Un très gros joyeux Noël avec beaucoup de gras et de chocolat. Et puis, on se retrouve bientôt pour notre dernier participant au concours de communistes. Celui-là sera qualifié de droite et tu verras qu'il a un discours tout à fait similaire à celui de Barbara. Donc l'antilibéralisme n'est pas une affaire droite-gauche. L'antilibéralisme est une doctrine de parasites et de pourriture prétentieuse qui s'estime plus qualifiée que toi pour savoir ce qui est bon pour toi. Ce ne sont pas des libéraux. Il n'y a aucun libéraux à droite ni à gauche. Bonne année.